Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 2. Aujourd'hui, on s'attaque au château et au boss rush pour ce qui est de l'analyse du WR Any% de Breath of the Wild. C'est la deuxième moitié, c'est la deuxième partie, et c'est une partie très dense, très compliquée, et il va se passer beaucoup de choses, il va y avoir des trucs de RNG, des manips d'IA de mob. Ça va être un bordel, on y va. Le plateau il se finit quand on récupère la paravoile, bien sûr. Et la première chose qui va se passer, c'est on va voler jusqu'au château parce que Breath of the Wild est un open world et qu'à partir du moment où on obtient la paravoile, eh bien on peut aller à n'importe quel endroit dans le monde d'Hyrule. Alors, c'est intéressant. On arrive déjà dans les micro-petits. En tombant du temple, on a vu qu'il a appuyé sur le menu des bombes. Pendant un très court instant, on peut se dire, oula, petite perte de temps, n'importe quoi. Non, 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 optimisation. En fait, quand on vient de récupérer la paravoile, dans le cas du speedrun à 10%, la prochaine fois qu'on va ouvrir le menu pause, ça va se mettre automatiquement sur la paravoile. Sauf si on fait un buffer du menu pause sur le menu des bombes, comme Playerfy vient de le faire ici. Et là, le jeu va se rappeler que, ah oui, la dernière fois qu'il a sorti une bombe, c'était pour faire un BLSS. Bon, je ne sais pas si c'était pour faire un BLSS, mais il a été dans le menu bouclier. Et du coup, là, il va faire un BLSS. Alors, le menu s'ouvre sur la page des quêtes, donc il va appuyer sur R instant, mais quand il appuie sur R, eh ben, il se retrouve directement sur la page des boucliers, et il n'a pas à switch depuis la case de la paravoile jusqu'au bouclier. Bon, c'est un gain de quelques dixièmes, mais on va voir que le PB à la fin de la run est de 1,5 secondes, quelque chose de cet ordre-là. Donc ça compte. Alors ce BLSS là il est intéressant parce qu'on voit qu'il regarde beaucoup le ciel déjà, donc ça c'est pour éviter le lag du jeu. Il y va à l'aveugle quoi. Au talent. Et aussi, on voit qu'il n'oscille pas son stick en continu. Il y a des moments où il s'arrête. Alors, c'est pas parce qu'il est fatigué, vous inquiétez pas. C'est parce qu'en fait, le BLSS, il a un speed cap. Et en fait, quand on atteint ce speed cap, Link perd toute sa vitesse. Et on est obligé de quasiment reconstruire de la vitesse depuis zéro. Et forcément, c'est un problème. C'est une perte de temps. Et pour ça, on a des repères en fonction de la traînée de la bombe ou du placement de la petite flèche jaune qui représente Link en fait sur la minimap. Et donc c'est de ça qui sert pour arriver jusqu'au château. Là on voit que le château est complètement déchargé, c'est n'importe quoi. Simplement parce que Link est trop rapide. Et là on voit ici, cette porte là, là où il va rentrer. Normalement il est censé y avoir une grille. Et bah, en fait là il n'y en a pas. Parce que Link a été trop rapide. Et ça, c'est un truc qui est possible depuis quelques temps. On pouvait le faire déjà grâce au BTB, ça s'appelle l'Unloaded Gate. Et il faut savoir que cette grille, elle est pas très sympa. Parfois, elle charge pour des raisons. Oh, on est peut-être allé à une vitesse complètement optimale, elle sera quand même chargée. Donc, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise complètement, c'est les chargements du jeu. On n'est pas capable encore de dire au jeu ce qui charge en priorité. On est juste capable de dire Eh, regarde, je vais super vite, t'es vachement dans la merde pour tout charger à temps. On sait pas faire plus. Et donc, il rentre dans le château complètement déchargé. Il n'y a rien qui va. Et la première chose qu'il va faire, c'est récupérer deux armes. Et à commencer par l'Espan Royal derrière ce moblin, 52 de dégâts. Et il va sneak strike le moblin. Le surprendre, bien sûr, en français. Et pourquoi il lui a tiré une flèche avant c'est parce que quand on lui tire une flèche, le moblin il panique un peu. Il se demande d'où est venue la flèche, quoi, parce qu'il nous a pas vu. Et du coup, on peut se diriger vers lui plus rapidement pour le sneak strike. C'est de l'ordre de je marche au lieu de je suis à un demi-kilomètre heure, mais c'est quand même plus rapide. Et avec ça, il a ses deux premières armes. Ensuite, si vous vous rappelez bien, sur le plateau du prélude, dans l'épisode 1, on a vu qu'il avait récupéré que 3 carpes lames. Donc 3 carpes lames, ça veut dire 6 points sur le plat d'attaque. Et donc, ça veut dire 6, c'est pas 7. Et du coup, il nous faut 7. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère ce champilame pour atteindre les 8 points sur son plat. Alors, la suite de la route se fait au bout de ce couloir, et on voit qu'il n'utilise pas le whistle sprinting, qui fait un genre de... Il sprint en rangeant et en sortant son arme. Et le throw sprint, en spammant R et B, on peut avoir les mêmes effets que le whistle sprint.
Ça a simplement pour particularité d'être bien plus discret que le whistle sprinting, parce que le whistle sprinting, bah, c'est dans le nom, on siffle. Et la façon d'être le plus bruyant dans le jeu, c'est de siffler. Il n'y a pas plus bruyant. Et pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il y a les alphos à côté dans la salle, pour éviter de se faire repérer. Et donc, il va récupérer un coffre avec 3 flèches archéoniques en lançant une bombe sur ce mur. Rien de spécial à dire, hein, il court vite. Et là, il va manipuler l'IA du Lézalfos en sifflant quand il est en bas de la pente, puis lancer une bombe. Alors lui, il prend une bombe ronde pour pas avoir à switch sur la bombe carrée pour éviter du temps de menuing. Et il va la lancer dans ce coin-là. En lançant dans ce coin-là, les Alphos, il va faire hey, une bombe. Et du coup, il va pas faire attention à Link et va pouvoir le sneak strike pour prendre son. Alors, là, on voit son inventaire d'objets. On voit qu'il a ouvert le menu pause au moment où il était plus proche de la marmite parce que, en fait, si on ouvre le menu pause quand on colle une marmite, eh ben, on gagne du temps. En fait, on gagne du temps. Pourquoi En fait, le menu s'ouvre automatiquement sur la page ingrédients. Et du coup, ça va être directement sélectionné. Et donc là, 3 carpes, une perche, un champi, 3 x 2, plus de 8 points d'attaque, plus la perche pour la durabilité, ça va faire un plat à 3 minutes, normalement, ou 3,30, 3,50. Alors, il est possible qu'il ait eu un critique. Pas du tout. Arna, nul. Mais bon, voilà, plat à 3,50, c'est largement suffisant. Et là, on a un scope. Il se passe trop de trucs dans cette run, c'est terrible. Placement de Link dans le coin ici. Placement de la caméra de sorte à ce que ce point orange là soit par ici comparé à cet arc de cercle. Et ensuite il va donner des coups de stick vers le coin du mur et comme c'est player 5 et qu'il est très très fort, ça va clip de manière directe quoi. En sortant la longue vue dans un coin toujours. Ensuite, il s'est retourné, il s'est réorienté dans cette zone. Ça, c'est pour faire un mid-air win bomb. Alors là, c'est un ordinal mid-air en plus. Donc là, on voit que, en fait, pour réussir ce win bomb, il faut que ce soit vraiment le coin de la bombe carrée qui touche Link. Et là, on voit que bah, c'est bien réussi. Hein, forcément, c'est un record du monde. Donc l'orientation est vraiment pas simple à envisager. Et faire ça, ça va lui permettre de se diriger jusque là-bas. Donc là, il est vraiment out of bounds. C'est n'importe quoi. Il est à l'intérieur du château. Pourquoi prendre des couloirs quand on peut passer bah, out of bounds, quoi, bien sûr. Et il va faire un deuxième win bomb. On voit qu'il s'est orienté même avant d'atterrir, toujours en optimisation, et il saute à l'instant où la bombe ronde est rechargée. Ça, c'est pour arriver jusqu'à cette salle des cartes Zelda qui est encore déchargée, parce que bah, même s'il est pas en BLSS, il est en win bomb et ça va quand même vachement vite, surtout dans le château, qui est une zone très dense et qui du coup est plus dur à charger pour le jeu, c'est logiquement. Et là, il va réutiliser le même truc qu'au sanctuaire de la résurrection. Pour revenir à une bounce, il était dans un petit coin. Il s'est accroupi, alors là il a sauté juste après le crouch, mais ça reste la même mécanique. En s'accroupissant dans un coin, puis en appuyant sur B, et dans ce cas-là sauter, pas forcément juste sprinter, eh ben on revient à une bounce, et c'est quand même bien pratique. Ensuite, là il va se passer des trucs intéressants. Dans cette salle, il y a un moblin. Bon, le moblin on s'en fout grossièrement. Mais ce moblin il a une longue épée de vertu, donc ça nous intéresse. Il y a 5 flèches en bois à côté de lui, ça nous intéresse aussi, et il y a un arc de garde royale. Autant dire tout ce qui lui manque à notre stuff. C'est vraiment la fin. Et donc, comment il va s'y prendre pour le surprendre? Alors, premièrement, là, ce qu'on voit, c'est qu'il a mangé son plat d'attaque. Donc là, faut qu'il ait fini Calamity dans moins de 3 minutes 50 in-game time. Voilà. Donc, ça vous en dit sur la rapidité du bonhomme. Et on voit qu'il a jeté son arc. Pourquoi il a fait ça? C'est pour qu'en fait, quand il va récupérer l'arc de garde royale, c'est pour skip la text box où le jeu nous apprend à changer d'arc, en fait, à switch entre les arcs. Qui dure une textbox qui dure 2 secondes. Et s'il est optimal, jeter l'arc ça prend moins de 2 secondes. Alors, comment il va s'y prendre? Il va lui jeter une bombe. Juste ici, et en fait il va l'exploser. Et en fait avec l'explosion de la bombe, il va être stun et ça va être la même mécanique que la flèche. Là on voit que le moblin vient d'avoir un petit sursaut. Et il se dit ah merde, je viens de me prendre une bombe, elle vient d'où? Et en fait puis après il est vachement rapide et il a déjà eu le temps de... Je sais pas si vous avez pu voir ça vraiment vite. Avant d'aller vers le moblin, il a récupéré les 5 flèches en bois, voilà, en même temps. Et ensuite, en targetant le moblin, il y a le surprendre qui apparaît instantanément, paf, on unequip l'espadon royal, ça c'est pour équiper instantanément la longue épée de vertu. C'est pour avoir un menuing optimal en fait, il n'aura pas besoin de faire
En déséquipant l'espadon, il a besoin de faire simplement une case vers la droite, puis je récupère la longue épée, plutôt que récupérer la longue épée, puis faire 3 cases sur la droite. C'était une case sur la gauche pour l'espadon, pardon. Donc pareil, micro-gain. Et donc il peut récupérer l'arc du moblin. On a vu qu'il a utilisé le fast menuing aussi pour récupérer Magnésis avec les gâchettes. J'avais déjà expliqué ça sur le segment de Kravis. Et il vient de récupérer son arc de garde royale. Ça veut dire qu'il est full stuff. Il a une longue épée de vertu, un espadon royal, un espadon de garde royale, un bouclier de marmite, un boomerang lézal et 7 flèches en bois ainsi que 3 flèches archéoniques. Et avec ça, il va battre Calamity mais aussi 4 ombres, 4 boss. Alors, c'est super, encore un setup de notre queue nationale. Ça, c'est un Windmond qui fait gagner 2 secondes plutôt que plus rapide que l'ancien. Et c'est un max height comme à Stasis, comme avec le Windmond de l'arbre. Et en fait, ça nous permet simplement de nous diriger jusqu'à la zone du boss rush de manière efficace. Alors là, on a Windblade Skip. Alors, super dense le segment de château. Il utilise un setup plus rapide que le setup conventionnel, on va dire, le setup trouvé par Demon, speedrunner légendaire des Zelda 3D bien sûr. Avec une première orientation avec l'arme, il monte sur ce pilier. Un coup d'arme, on a vu qu'il a mis on a vu juste le tout début de l'animation de Link qui tape avec son arme. Avant le saut, c'est pour bien lock la position, pour bien intégrer toujours au même endroit. Et là, il est placé, il a plus qu'à tirer sa flèche et de déclencher la cutscene en avance. Alors, pourquoi il a fait ça? C'est complètement con. Alors, si, c'est pas complètement con, il sait ce qu'il fait. En fait, dans Breath of the Wild, les cutscenes utilisent le moteur du jeu. Et donc, là, on voit que Windblight, l'ombre devant, a une crise d'épilepsie apparemment. Et pourquoi elle a une crise d'épilepsie? C'est parce qu'en fait, on a stuck la flèche dans la cutscene. Donc là, elle est dans la cutscene et en fait, la flèche, elle est dans Windblight. Elle est à l'intérieur. Et ça a pour effet de lui mettre des dégâts pendant la cutscene. Et si cette flèche a été tirée très précisément, en fait, Windblight va crever. Et du coup, il a tué l'ombre devant en une flèche. Ok. Et donc, on arrive sur les ombres de Ganon. Alors, les ombres, c'est très complexe, sincèrement très compliqué, et avec une chorégraphie très précise. Waterblade, bon, ça commence avec le coup d'épée, bien sûr. Et là, la RNG, on veut qu'elle nous attaque le plus tôt possible. Donc là, c'était une bonne RNG. Voilà. Je vais noter les petits détails. Et juste ici, il va se retourner face au dos de Windblight pour essayer de lui mettre 2 coups sur son corps et 1 coup sur son bras. Donc là, ça a été parfaitement réussi. Et en faisant ça, il se retrouve avec 3 coups à chaque tour de Link. Et c'est la façon optimale de faire ça. Alors, pour la P2 de Waterblight, on va voir qu'il va jeter son arme au sol, puis équiper l'espadon. Pourquoi il fait ça? C'est pour économiser du temps de menuing. Simplement parce que sa longue épée de vertu est en 4ème case et que son espadon est en première. Et donc en temps normal, il aurait besoin de faire 3 coups vers la gauche. Et là, il a simplement besoin de la jeter, donc le temps in-game continue de s'écouler, c'est son objectif. Et il a simplement besoin de faire un coup vers la droite pour équiper le sol en réel. Donc petite optimisation de menuing. Et là, on va arriver à la P2. 2 flèches dans la tête pour la stun. 3 spins, donc 3 tours. Et là, c'est important d'avoir les 2 hits. Et là, si on est très rapide et qu'on vise très bien, on peut avoir une flèche dans la tête de Waterblight. Mais il faut vraiment être capable d'anticiper ses mouvements. C'est un petit détail qui vient de gagner quelques secondes. Et du coup, là, les 2 flèches vont venir à bout de l'ombre. Si on a eu tous les hits avant de la P2 de manière optimale, bien sûr. Alors, P2 de Fireblight. Ce qui est très important à noter sur cette phase, c'est qu'il faut faire 3 tours de chaque arme, littéralement. Donc là, il va faire 3 tours d'espadon royal. Tac, 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 avec un hit à chaque fois. Et là, avec un placement correct entre son corps et son bras, il va pouvoir mettre 2 coups au premier tour. Je pense qu'il réussit. Tac, tac, voilà. Il a pu mettre 2 coups au premier tour, et ça lui a permis de finir la phase directement en slam. Pareil, petit au petit. Phase 2. La phase 2 de Fireblight, c'est une phase un petit peu RNG. On va essayer d'avoir un one cycle. Alors, pour étourdir Fireblight sur la phase 2, il faut exploser une bombe, voilà, dans son bouclier juste ici.
Et ce qu'on va faire pour finir la phase de manière la plus optimisée possible, c'est d'abord, il y a 2 coups de boomerang et on lui lance dessus quoi. Ne vous inquiétez pas, le boomerang il va le récupérer après. Et on se retourne avec l'espadon et on va essayer de finir la phase comme ça. Alors pourquoi il se retourne? C'est la même chose que Waterblight en fait. Si on se retourne dans ce jeu et qu'on met des coups à un mob, eh bah, après le premier tour, les tours 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce qu'on ait plus d'endurance, c'est correctement fait, Link mettra 2 coups par tour. Et là en mettant 2 coups par tour, il arrive à finir Fireblight en un seul cycle. Et maintenant c'est Thunderblight. L'ombre va détester des casus, un peu moins des speedrunners parce que c'est un peu moins la cata. Le début de la phase c'est casser son shield. Pourquoi on casse son shield? C'est pour la phase 2, on verra, c'est très important. Et ensuite c'est 2 spins, hein. On se retourne pour mettre des double hits. Et encore des double hits. Et là on voit que en fait après son deuxième spin il va faire un petit saut avant de lancer son espadon sur Thunderblight. C'est pour gagner quelques dixièmes sur l'animation de lancer de l'arme. Et voilà. Alors, pour que la phase 2 de Thunderblight marche, fonctionne comme prévu, il faut que la phase 1 se soit terminée avec son shield cassé et que elle soit finie de telle façon à ce qu'elle ait pris un coup critique en fait. Et lancer une arme qui se brise, c'est un coup critique, ça tombe bien. Là c'est tout bon. Il va commencer par lancer son boomerang sur son bouclier et l'étourdir avec la flèche en bois. Ouais, flèche en bois, c'est la flèche en bois. Et du coup là il se retrouve à 0 flèche en bois. On va voir pourquoi c'est important et pourquoi c'est optimal de faire ça. Et il a directement récupéré son boomerang glacial sans regarder où il allait. Et là on voit même pas où il est en fait. Il y va à l'instant. Et du coup il court vers Thunderblight pendant qu'elle retombe. Et si on a été assez rapide et on met 4 coups de boomerang à l'instant où elle commence à se relever, bon, c'est important que ce soit 4 coups de boomerang, que ce soit un combo. Je le note. Et ben, le quatrième coup brisera son shield. Et si on fait ça, on peut directement enchaîner avec un spin de la longue épée de vertu et se retrouver à Calamity. Et là, c'est les problèmes. Alors, là, on est sur Calamity, 3 Ancient Heroes, c'est-à-dire 3 flèches archéoniques. On a vu qu'il en a pris que 3. Il y a une autre route du château où on en prend 6, mais elle perd 20 secondes, elle est 20 secondes plus lente. Même si elle est bien plus accessible et simple. Le principe de ce Calamity, déjà, c'est. Ça commence par un Flurry Rush, qu'on va essayer de faire un boomerang. Alors, il y a plusieurs possibilités d'attaque. Soit cette attaque où il donne un gros coup dans le sol, du mieux je suis fort. Donc il y a 2 types d'attaques avec sa grosse épée orange. Et 3 attaques possibles avec ces petites armes bleues, là on en voit 2. Et à noter que on préfère les attaques avec cette dague là, cette dague bleue, celle de gauche, parce que l'animation de l'attaque est plus rapide. Voilà, elle est une seconde plus rapide que celle avec le gros slam comme ça. C'est vraiment du petit détail, mais c'est des trucs à noter au niveau de Player 5. Et donc Flurry Rush. Alors à noter qu'un Flurry Rush, faut pas tourner la caméra avant de mettre le premier coup de boomerang. Enfin si, comment dire. Il faut tourner la caméra, mais il faut pas trop la tourner. Si on tourne trop la caméra et qu'on la tourne vraiment à l'opposé de Calam et que le jeu ne voit plus Calamity à l'écran, il va se passer que le Flurry Rush va pas se déclencher parce que Calamity n'est plus à l'écran. Parce que Zelda Breath of the Wild fonctionne de telle façon à ce que si un élément n'est pas affiché à l'écran, il n'est pas là. Voilà, c'est une façon de fonctionner du jeu et c'est quelque chose qui est notamment utilisé dans les Shrine Coordinate Warp, mais ça, c'est une autre histoire. Et ce qu'il va faire juste après, c'est aller récupérer 10 flèches explosives et c'est le dernier item, l'avant-dernier item, qu'il va récupérer pour finir le boss. Et truc intéressant, on a noté juste avant à Thunderblight que il avait 0 flèche en bois à la fin de l'ombre de foudre. Et avoir 0 flèche en bois, avoir 0 tout type de flèche, ça a pour effet que si on récupère un nouveau type de flèche, donc ici des flèches explosives, ça va les équiper par défaut. Et du coup, il n'a pas besoin de faire de menuing pour passer sur la flèche explosive. Donc c'est pour ça qu'au niveau de Player 5, et même à top niveau de manière générale, on essaye d'arriver au boss rush avec pile poil 7 flèches en bois et pas moins. Pas plus non plus.
Et du coup, on arrive à Calamity. Alors, le but de Calamity Phase 1, enfin, on est déjà à Calamity depuis un certain temps, c'est de lui mettre un maximum de headshot avec les flèches explosives. On va tirer 10 flèches explosives en tout. On peut se permettre d'en rater uniquement 3 maximum, si tous les coups sont réussis de manière optimale. Donc, ça vous dit la pression du fight. Et là, on voit, à l'écran, il a longé le mur vers la gauche. Premièrement, pour que Calam le suive. Et deuxièmement, pour récupérer cet espadon royal qui lui sera utile pendant le stunlock de la deuxième phase. Et là, il s'est déplacé de façon à avoir une certaine distance entre lui et Calam. Et en se débrouillant bien, là on voit que Calam a commencé à le target avec son laser. Et lui, c'est ce qu'il veut. On veut un laser en phase 1 pour lui renvoyer et lui mettre un spin de l'espadon royal. On voit qu'il va tirer 9 flèches explosives. C'est la manière la plus optimale. Faut en tirer le plus possible avant de renvoyer le laser. Sinon, bah, c'est une perte de temps, forcément. Et en fait, le problème, c'est que là, il est déjà lock face à Calam. Il appuie déjà sur ZL. Et oh, j'ai fait poser une super frame, c'est cool. S'il continue de faire ça et qu'il part avec A, il va crever parce que son shield est dans son dos. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il sort son boomerang. Et en sortant son boomerang, c'est quand même un sacré hasard qu'il ait équipé la seule arme à deux mains de son inventaire. Si on sort une arme à deux mains pendant qu'on tire à l'arc, bah ça va ranger l'arc et ça va sortir le bouclier en même temps. Et là, du coup, on voit qu'il a son shield sorti. Et du coup, il peut parer directement le laser. Voilà, micro-opti. Et on voit que juste après, il switch directement. Alors, il était censé switch sur l'espadon royal. Petit fail, il a juste à refaire le menuing. Et en fait, switch sur une arme juste après avoir paré un laser, ça a pour effet de cancel l'animation de Link qui part un laser. Donc pareil, bien de temps d'une seconde. Une seconde et demie, peut-être, c'est. L'animation est un peu longue. Et faut savoir que ça peut aussi se faire en s'accroupissant après avoir appuyé sur. Voilà, par exemple. Et là, le but, c'est de se retourner face à Calam. 3 tours, 4 tours. Un tour à 1 hit, 2 hits, 2 hits, 1 hit, on slam. Et on fait le petit saut avant de lancer l'espadon royal. Pour qu'il se brise sur Calam. Et juste après, on se dit, mais n'importe quoi, pourquoi tu équipes les flèches archéo, puis tu rééquipes les flèches explo pour finir la phase. C'est parce qu'en fait, s'il tire une flèche explo juste ici, Calam va se la prendre certes, mais lui aussi. Et ça va être un suicide pur et simple. Alors que les flèches archéo arriveront uniquement sur Calam, et bah, c'est ce qu'il cherche. Et du coup, pendant qu'il tire les 3 flèches archéoniques, il peut se reculer pour enfin tirer la flèche explosive. Et là, dans la phase 1. Et du coup, il faut se dire que faire ça, faire 2 menuing au lieu d'un, c'est plus rapide que se reculer puis faire un seul menuing. Voilà. Et du coup là, il a fini la phase 1 et on arrive à la phase 2 de Calam. Et à top level, la phase 2 de Calam, elle fait trop peur au début quand on est sur une PvP pace parce que c'est la plus simple, certes, mais on veut absolument qu'il nous fasse un laser. Et Calamity a 3 comportements possibles au début de cette phase, voire 4. Mais grossièrement, il y a 3 patterns. Soit il nous fait une attaque physique, et dans ce cas-là, on peut manipuler l'IA pour qu'il nous fasse un laser, vu que l'objectif c'est de faire un laser. Soit il nous fait une attaque physique, et si la P1 s'est mal passée, il y a de grandes chances pour qu'il monte au mur. Parce que, bon, voilà quoi, il aime bien faire perdre des runs. Soit il monte au mur directement, et dans ce cas-là, c'est vraiment la catastrophe. Soit il fait un instant laser. Et un instant laser, c'est vachement rare, et ça permet de gagner 6-7 secondes. Et du coup, bah là, Player 5, c'était soit instant laser, soit la run est morte, parce qu'il est seulement à moins 2.9. Et que son PB est à 2 secondes du coup. Et devinez quoi? Instant laser. C'est quand même vachement bien. Et du coup, bah, il peut déjà rééquiper sa première arme qu'il va utiliser pour faire le stunlock, bien sûr. Et il va pouvoir parer le laser en étant le plus proche possible en fait de Kala. Alors là, c'est terrifiant quand on est dans cette situation-là en PvP. Surtout en base de record du monde. Il va se mettre le plus proche possible de Calam pour avoir le moins de distance à parcourir pour aller le taper juste après. Et là, du coup, c'est intéressant parce que cette fois, il n'avait pas à switch d'arme et du coup, il a cancel le pari en s'accroupissant. Voilà, on a vu qu'il s'est accroupi. Et ça commence par 2 hits sur Calam. 2, 1, ça marche aussi, mais du coup, bah, on aura mis un hit de moins et ça fait moins de dégâts et c'est plus lent forcément.
Mais pas plus de 2. Si on en met 3, il va se relever instantanément et on peut pas faire le stunlock. Et donc stunlock. Et en fait, le principe du stunlock, c'est que si on slam avec une arme à deux mains juste avant que Calam se relève, ça va annuler son armure. Voilà, là on voit qu'il va annuler son armure. Et on voit aussi que là, en fait, il va réutiliser le quick menuing pour rééquiper l'espadon royal. Euh, le quick menuing avec les gâchettes de droite et de gauche. Et il a eu un effet critique, je crois. Ouais, il a eu un effet son critique. Bon, c'est pas important parce que son espadon se cassera pas. Et donc là, stunlock. Le principe du stunlock, c'est de spin et d'arrêter au bon moment. On a vraiment... Il gère son endurance à la perfection pour... voilà, on voit qu'il reste vraiment des poussières. Pour arriver jusqu'à la... Pour mettre un maximum de dégâts en un minimum de temps. Et ce que ça a pour effet, c'est d'être optimal, quoi, simplement. Je sais pas trop comment vulgariser ça. Bon, je suis paresseux, j'ai pas téléchargé la vidéo, mais bon, j'ai donné un centime à Player 5, c'est déjà ça. Et il va faire ça du coup jusqu'à la fin de la phase, et en se débrouillant bien, et en se mettant dos à cette partie, à l'abdomen de Calamity. Il va pouvoir mettre un hit sur la lance, et 2 hits sur l'abdomen à chaque tour, un peu comme contre l'ombre d'eau. Et là du coup, bah, c'est ce qu'on voit qui réussit. Et il a été particulièrement greedy hein, sur la fin, sur le dernier spin. Ouais. Et on voit qu'en fait, il connaît parfaitement. Alors, là, il reste de l'endurance. Hein. Vous ne méprenez pas. On voit que quand elle se recharge, là, elle est verte. On voit vraiment, on voit pas longtemps, hein, ça va vite. Mais il restait vraiment rien. Et on voit qu'en fait, il connaît très bien la barre de vie de Calam parce que là, après ce slam, il savait que s'il faisait une attaque sautée avec un coup dans le corps et un coup sur le sol, ça finirait Calam. Bravo à lui. Encore une fois, optimisation, il n'a pas besoin de faire toute l'animation de spin. Et Calamity est fini. Moins 3 secondes, point 5, on arrive à Dark Beast. Alors, Dark Beast Canon. La blague du speedrun à 10%. Parce que c'est grossièrement une cutscene jouable quoi. Mais dans le cas de Player 5, il va quand même l'optimiser. Et on va voir qu'il va même perdre 2 secondes hein, sur cette run sur Dark Beast. Et qu'à son niveau, 2 secondes, bah, on voit que ça compte beaucoup vu que 2 secondes ce sera son PB quoi en gros. Alors, simplement, le principe de Dark Beast, c'est Zelda, elle va donc activer des cibles sur le corps de Dark Beast et Link va faire oh des cibles c'est cool je vais tirer dessus. Mais ce qu'on sait en tant que speedrunner, c'est que ces cibles apparaissent à une frame précise. Et en se basant sur la musique, en ayant des repères visuels sur la musique, en fait, on peut tirer la flèche avant que la cible apparaisse pour vraiment être le plus optimal possible. Et là, ce qu'on va voir, paf. On n'a même pas eu le temps de voir la cible apparaître que elle était touchée quoi. Et du coup, il va répéter ce principe-là pour les 2 prochaines. Et simplement, qu'est-ce qu'il y a à noter bah, il a un déplacement précis avec son cheval. Si vous regardez toutes ses runs, tous ses PV sur les différentes catégories, à chaque fois il fera le même Dark Beast. C'est pour manipuler la position dans laquelle le boss est, pour pouvoir tirer les flèches de manière normale. Voilà, pareil, encore très bien tiré. Et bah, il va répéter ça une 3e fois quoi. Il repasse devant le boss et il va pouvoir repasser entre ses pattes pour faire le tir du bide. Le tir du bide il est un peu risqué si on veut le pré-shot parce que en fait il a un soubresaut au moment où la cible apparaît, Dark Beast, et si on la rate, eh bah, on est obligé de retirer une autre flèche dans un endroit complètement différent, mais Player 5, bon voilà quoi. Et donc c'est réussi. Et voilà quoi, il n'y a plus qu'à tirer la flèche finale. Le timing de la run se finit à la première frame de l'animation d'explosion de l'œil de Dark Beast.
Et, euh, et voilà, grossièrement, c'est l'idée. Et c'est la fin de cette run WR. Il ne sera pas battu de sitôt. Alors, si vous vous demandez pourquoi il a perdu 2 secondes, comment il a perdu 2 secondes sur ce Dark Beast, c'est les chargements. C'est la RNG des temps de chargement, malheureusement, qui est constante. Les temps de chargement sont constants, mais pas à la frame. Il peut y avoir des variations jusqu'à 3-4 secondes même parfois sur Dark Beast. C'est un peu embêtant, ma foi. Mais voilà, WR à 10%, 23 minutes 51. Je dis jamais battu de sitôt. Alors, il y a une personne dans le monde qui est capable de le battre, ce WR. Mais cette personne, c'est Player 5. Et actuellement, Player 5, à l'heure où je tourne cette vidéo, il fait du Hot Shrine. Il est occupé sur autre chose. Et dans le leaderboard à 10% derrière lui, personne actuellement n'est capable, ne serait-ce que descendre sous les 24 minutes. Donc il va rester au top pendant encore au moins quelques mois sans problème. Et donc voilà pour cette analyse du WR à 10%. Ça aurait été finalement un peu plus court que ce que je pensais. J'aurais cru que ça aurait été 2 vidéos plus longues, mais je pense que ça reste quand même conséquent et quand même suffisant. Ça va faire une analyse en tout de 1h15. Pour une run de 23 minutes, ça reste quand même assez conséquent. Et donc, bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à mieux comprendre cette run et que ça vous aura intéressé. Et donc, bah, moi sur ce, bah, je vous dis merci d'avoir regardé si vous êtes encore là et puis à la prochaine quoi.